Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur l'influence du numérique sur nos ressources cognitives. Autrement dit, comment nous pouvons dépasser les a priori et faire des outils numériques un moyen d'améliorer notre concentration, notre attention, notre mémoire et nos capacités cognitives. Pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un insecte, la guêpe écarlate. La guêpe écarlate a la capacité d'injecter un venin à ses proies qui sont des blattes, des cafards, mais quand la guêpe injecte son venin à une blatte, celle-ci a un comportement compulsif. Elle se met à se toiletter de manière frénétique. Pendant que la blatte est enfermée dans cette compulsion, la guêpe pond des œufs sur l'abdomen de la blatte et ces œufs finissent par éclore et envahir le corps de la pauvre bête. Celle-ci meurt dévorée par les bébés guêpes sans réagir. Est-ce que vous savez quelle est la substance contenue dans le venin injecté par la guêpe ? C'est de la dopamine. La dopamine, vous en avez entendu parler. C'est une substance à laquelle on est de plus en plus exposé, particulièrement depuis qu'on utilise les outils numériques. En effet, on a découvert que les réseaux sociaux, les notifications numériques et toutes sortes de sollicitations quotidiennes issues de nos devices ponctionnent nos ressources cognitives. Notre attention, notre capacité de concentration, notre temps de cerveau sont absorbés par les nouveaux usages et les technologies numériques. Or, et c'est un des dilemmes majeurs de notre époque, nous vivons dans un monde en mutation permanente qui nous demande précisément de plus en plus de ressources cognitives pour s'adapter, pour apprendre, pour comprendre et pour agir. Est-ce que cette érosion grandissante de nos ressources cognitives par le numérique est une fatalité ? Autrement dit, est-il possible de mettre le numérique au service de notre développement cognitif ? Beaucoup pensent que c'est tout à fait possible. Il y a une première catégorie d'acteurs qui veulent utiliser le numérique pour nous augmenter cognitivement, ce sont des transhumanistes. Ils ambitionnent de connecter par exemple notre cerveau à des machines dotées d'intelligence artificielle et c'est très sérieux puisque cela a donné naissance à des projets révolutionnaires comme Kernel ou Neuralink dont l'objectif est de créer ces connecteurs à la taille des neurones pour hybrider l'intelligence humaine. Des centaines de millions de dollars sont investis pour créer ces prothèses implantées dans le cerveau. Les transhumanistes comme Ray Kurzweil ou le fondateur du MIT Media Lab, Nicolas Negroponte, annoncent cette révolution pour les années 2040. Ils ont inspiré des entrepreneurs comme Elon Musk qui investit dans ces technologies. Mais on est encore très loin et tout cela reste du domaine de la science-fiction, d'autant que le résultat ne sera pas forcément aussi positif qu'on le croit. En effet, comme l'écrit le psychanalyste Miguel Benassayag, cette vision d'un cerveau augmenté pourrait aboutir à une humanité diminuée. Lorsque je préparais cet épisode, je vous ai demandé de me donner votre avis sur le sujet. Et Pierre Vallée m'a très justement fait remarquer que l'approche transhumaniste pourrait nous faire faire des choses encore inimaginables aujourd'hui. Ces technologies augmenteraient notre pouvoir sur le monde de façon fabuleuse, mais en même temps, elles nous condamneraient à l'impuissance. En effet, une fois déconnectés de la machine, nous ne saurions plus rien faire sans elle. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, déjà le cas aujourd'hui. Les extensions numériques qui nous entourent sont des prothèses qui augmentent notre pouvoir sur le monde, mais atrophient notre puissance. En parallèle, la recherche s'intéresse depuis plusieurs années à d'autres approches qui utilisent les technologies numériques pour augmenter nos capacités cognitives intrinsèques. Autrement dit, augmenter notre puissance pour reprendre cette théorie de la différenciation entre pouvoir et puissance. Ces nouvelles approches sont plus respectueuses des mécanismes du vivant. Plutôt que de se substituer aux processus naturels, elles les entraînent et les rendent plus efficaces. Je vous propose de schématiser comment cela fonctionne. Tout d'abord, les neurosciences nous apprennent que notre vie intérieure est le produit d'un bain chimique dans notre cerveau. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à lire Le cerveau et le monde interne de Mark Solms et Oliver Turnbull. C'est un ouvrage passionnant, une bible duquel j'ai extrait les quelques idées qui vont suivre.
On y apprend notamment que l'adrénaline est une hormone qui est libérée dans le sang essentiellement en cas d'émotions intenses comme la peur, la colère, le stress. Et elle a pour effet de nous faire réagir en urgence, de sursauter. Il a été démontré que l'exposition quotidienne aux informations anxiogènes augmentait significativement le niveau d'adrénaline dans le sang. La dopamine, elle, est libérée en anticipation d'une récompense. C'est la dopamine qui nous incite à explorer un environnement pour aller à la recherche d'une récompense comme de la nourriture ou un partenaire sexuel. Les notifications générées par les réseaux sociaux ont pour effet de libérer de la dopamine. Ces notifications agissent comme les promesses de récompense. Les pics de dopamine auxquels nous sommes exposés chaque jour sont de plus en plus addictifs par un phénomène d'habituation et nous incitent à être de plus en plus exposés, de plus en plus consommateurs de ces réseaux sociaux. Il a été prouvé qu'un excès de dopamine provoque de l'agitation et la baisse de la concentration et de la mémoire à court terme. Ce phénomène peut être schématisé par une boucle infinie. Prenons l'exemple de la consommation de contenus anxiogènes. Lorsque vous consommez des contenus anxiogènes, vous sécrétez de l'adrénaline. Or, l'adrénaline accroît notre vigilance et cela nous rend très réactifs face à certains systèmes d'alerte. Notre système d'exploration via la dopamine jouant son rôle en permanence, à force d'être exposé à des contenus anxiogènes, notre cerveau va nous amener à privilégier ce même type de contenu sur lequel il porte une priorité particulière, une attention particulière, parce que ce sont des mauvaises nouvelles, des dangers potentiels. Cette double boucle négative qui mêle dopamine d'une part et adrénaline d'autre part explique un phénomène assez courant dans nos sociétés modernes. Les produits ou services qui utilisent les boucles négatives sont de plus en plus nombreux autour de nous, vous les connaissez. Plus ils sont addictifs, plus ils sont rentables économiquement. Ce type de boucle nous maintient dans un état de stress et de vigilance permanent, et elle nous enferme dans des comportements compulsifs et anxiogènes. Par ailleurs, il faut savoir que d'autres hormones constituent le bain chimique qui entoure notre cerveau. Certaines de ces hormones sont appelées schématiquement les hormones de la récompense. Ces récompenses pouvant se traduire par des activités diverses, alimentaires, sexuelles, sociales, etc. Les endorphines, par exemple, sont produites quand nous avons une activité physique intense, pendant par exemple une séance de sport ou même pendant l'orgasme. Elles peuvent être sécrétées par notre cerveau quand nous jouons aussi à des jeux mobiles comme Candy Crush ou face à certaines vidéos TikTok. Comme tout organisme vivant, notre cerveau va chercher à optimiser le coût d'accès à ces hormones qui, même si je caricature un peu, lui font du bien. On comprend alors que passer 1 heure devant Candy Crush ou devant TikTok est moins coûteux que de faire une séance intense de jogging. D'où le succès de ces apps addictives et le temps de cerveau qu'elles peuvent accaparer. L'ocytocine est connue comme étant l'hormone de l'empathie. Sa production augmente par exemple quand vous prenez la main de quelqu'un. La sérotonine, enfin, est un régulateur de l'humeur. On commence à comprendre qu'elle est produite entre autres au cours des relations sociales. Des études ont montré que l'arrêt des réseaux sociaux permettait de retrouver un équilibre de production de sérotonine dans le corps au bout de quelques semaines seulement. Théoriquement, il est possible de transformer la boucle négative qu'on a vue il y a quelques instants en une boucle positive, en remplaçant l'anxiété par la satisfaction, l'adrénaline par des endorphines, de la sérotonine ou de l'ocytocine. Pour cela, il faut privilégier les expériences, l'acquisition de compétences ou cultiver des relations sociales. Celles-ci vont booster votre curiosité et vous inciter à nouveau à explorer des contenus positifs plutôt qu'anxiogènes. L'implémentation de ce type de boucle est un enjeu majeur pour le futur de notre équilibre psychologique et social. On pourrait même se risquer à dire que c'est un enjeu politique majeur. Cela voudrait dire que nous devrions trouver comment rivaliser avec les trous noirs cognitifs auxquels on est confronté quotidiennement à cause notamment des réseaux sociaux ou des médias anxiogènes. Est-ce que l'on peut mettre à profit cette connaissance du fonctionnement cognitif pour créer des boucles positives au service, par exemple, de l'éducation, de la santé, de la créativité ou de la productivité? Eh bien, de plus en plus de solutions numériques du marché tentent de répondre à cet enjeu. Nous ne sommes qu'au tout début de cette révolution qui exploite le numérique et les sciences cognitives, mais j'ai listé quelques exemples de services qui
utilisent ces approches positives des neurosciences. Je citerai par exemple la catégorie des applications destinées à améliorer les capacités de mémorisation et de résolution de problèmes. Je vous conseille par exemple d'essayer les apps suivantes sur votre mobile. La première s'appelle Lumosity, la seconde PEAK, P-E-A-K, et la troisième Cognito Coach. Elles sont téléchargeables sur iPhone ou sur Android, et ces apps, même si elles sont encore rudimentaires, et on peut certainement discuter de leur efficacité au sens scientifique, eh bien elles sont tout de même beaucoup utilisées pour développer de nouvelles compétences ou aider à garder une certaine vivacité d'esprit. Les personnes âgées qui commencent à sentir un déclin cognitif sont les principales utilisatrices de ces apps. Il y a aussi des applications destinées à améliorer les capacités de concentration et d'attention. Je vous conseille par exemple Bifocus Pro qui utilise la méthode Pomodoro pour vous astreindre à des sessions de 25 minutes de concentration sans interruption. Je l'ai beaucoup utilisé pour ma part jusqu'à ne plus en avoir besoin aujourd'hui. C'est très utile si vous avez du mal à vous concentrer. Il y a aussi l'application Dewo, D-E-W-O, qui est basée sur une IA capable d'analyser votre agenda. Elle vous propose une nouvelle organisation afin de consacrer des plages de temps longs pour vos activités qui demandent attention et concentration sans interruption. Enfin, je vous conseille l'application Freedom qui vous permet de bloquer les notifications intrusives de vos ordinateurs et de vos mobiles. Vous verrez, c'est très utile. La toute dernière catégorie d'applications qui me semble intéressante pour vous entraîner cognitivement sont les applications de contenu qui exploitent les formats courts. Elles utilisent les mêmes méthodes que les réseaux sociaux, certains médias ou certains jeux vidéo comme les attrape-clics, les systèmes de recommandation et les notifications pour vous amener à consommer du contenu éducatif de qualité. Je pense par exemple aux plateformes de contenu audio et vidéo comme celle de TED et sa toute nouvelle version dédiée à l'apprentissage qui s'appelle TED Courses. Je pense aussi à d'autres applications, notamment de résumés d'ouvrages qui vous permettent de lire en lecture rapide et en résumé des centaines d'ouvrages. Elles vous permettent d'explorer des territoires nouveaux et d'aiguiser votre curiosité. Il y a deux applications qui font cela très bien, Blinkist d'une part et GetAbstract d'autre part. De plus en plus d'utilisateurs modifient leur routine quotidienne pour y intégrer ces outils numériques au service de leur développement cognitif. C'est une première étape pour s'extraire des gouffres à attention que constituent notamment les réseaux sociaux. Même si nous rencontrons beaucoup de fausses informations autour de ces sujets, il reste que nous sommes bel et bien au début d'une ère nouvelle où les sciences cognitives seront utilisées dans tous les domaines, et ce, positivement, on peut l'espérer. Demain, peut-être même les réseaux sociaux privilégieront les contenus éducatifs et de qualité. On peut rêver. Il reste à s'interroger sur la manière dont ces nouvelles activités qui vous permettent d'explorer de nouveaux territoires, de découvrir de nouveaux sujets, peuvent également aider à améliorer votre créativité et votre productivité, autrement dit à passer de l'exploration à l'exploitation de vos connaissances, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre épisode. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme. À bientôt!